Alors bonjour tout le monde, Fred Savard au microphone, nouveau microphone d'ailleurs que j'ai acheté la semaine dernière, micro condensateur, j'espère que ça sonne mieux, c'est la première fois que j'enregistre avec ce micro, qui est très sensible, vous allez voir, il est plus sensible que ce que j'avais, donc vous allez entendre des bruits dans la maison présentement, on est en fin de journée, on est jeudi, il neige, journée un peu proute, et en plus je pense que c'est les allergies saisonnières qui embarquent, là, je me sens un peu congestionné, ne vous inquiétez pas, je pense pas être atteint de la COVID-19, bien que il y en a qui seraient contents, je pense, si je me fie à certains messages parfois que je reçois. Mais là, c'est qu'en plus, c'est le l'arche de Noé un peu ici depuis le début du confinement, parce que j'avais déjà 2 chats, là j'en ai un troisième et un chien, et parfois un ado. Et mon amoureuse, évidemment, mais c'est ça. Elle a dû amener son vieux chat Pubis, il s'appelle Pubis, oui, et qui a des problèmes de reins. Et qui miaule tout le temps, et qui est un petit peu grognon. Alors, ça se peut que vous l'entendiez, il se promène tout le temps, puis il miaule. Mais il est très sympathique. Moi, j'aime tous les chats, de toute façon. Et on a, c'est ça. Et là, il y a un pâté chinois là, qui est en train de se mijoter. Donc, ça se pourrait que vous entendiez tout ça. J'avais hâte de vous présenter l'épisode. Alors, j'ai pas attendu en toute fin de soirée, comme je le fais d'habitude, pour vous présenter qui sera là cette semaine. Bien évidemment, il y a Godefroy Lorando qui sera là. On est très content toujours de le retrouver, qui va nous parler de la COVID, oui, mais qui va sortir un peu de la COVID pour nous parler de ce qui se passe ailleurs, je dirais dans le monde, mais dans le système solaire. Donc, on va vraiment s'évader de ce confinement qui cette semaine était assez lourd. Moi, c'est long. Aujourd'hui, particulièrement, c'est long. Alors, Godefroy va nous faire voyager un peu. Hélène Faradji nous propose une excellente réflexion sur la deuxième chance en culture, si on peut dire, avec le retour de Louis C.K., qui présentait un spectacle. Elle l'a regardé. Il nous offre ses réflexions sur comment ça s'est senti face à ce retour. Il y a Julie-Pierre Nadeau qui revient également, qui était au Texas, de la chaire Raoul Dandurand. On est chanceux, à la balado, on en a 2 chercheurs de la chaire Raoul Dandurand. On a Andréane Bissonnette qui s'occupe de politique intérieure et on a américaine, et on a Julie-Pierre Nadeau qui va s'occuper, en fait, qui va nous parler de ce qui se passe en politique extérieure et entre autres avec la relation Iran-États-Unis, les tensions qui perdurent malgré ou surtout grâce à la pandémie. Et on va commencer avec, ça je suis content, une médecin, Jeanne-Marie Giard, qui va nous parler des niveaux de traitement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début de pandémie, on nous parlait beaucoup de ça. Les gens qui sont hospitalisés d'urgence, qui vont aux soins intensifs, ben, il y a une espèce de protocole qui se subdivise en 4 étapes de traitement, 4 niveaux de traitement. C'est pas tout à fait clair. Je trouve pas que les médias en ont parlé tant que ça. Alors, je trouve intéressant. Puis ça, c'est des protocoles qui s'appliquent en tout temps, pas seulement en temps de pandémie. Mais c'est quoi exactement? Et aussi, l'intervention d'intuber quelqu'un quand la maladie est trop grave, si on peut dire, ben c'est une opération qui est extrêmement envahissante. Et là, on va avoir une médecin qui va nous expliquer exactement de quoi il en retourne. Et d'ailleurs, je vous propose tout de suite d'aller la rejoindre pour qu'on en sache un peu plus. Donc, allons-y avec le docteur Jeanne-Marie Giard. J'ai au bout du fil le docteur Jeanne-Marie Giard. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai lancé un appel à une amie qui est médecin de chercher quelqu'un qui serait prêt à venir nous expliquer les niveaux de soins. On en entend moins parler aujourd'hui. En tout cas, en début de pandémie, on en entendait beaucoup parler des niveaux de soins A, B, C, D. C'était même un enjeu. En tout cas, on sentait que c'était un enjeu. Et là, bon, c'est le bordel dans les CHSLD. Fait que je pense qu'on va peut-être réentendre parler de ça. Puis je trouvais qu'il y avait un bel exercice de vulgarisation. Puis là, on est en pandémie, mais ces niveaux-là de soins, c'est applicable en tout temps. Peut-être nous parler de vous un peu, docteur Giard. Vous êtes hépatologue? C'est ça, je suis hépatologue au CHUM, donc je m'occupe des patients qui ont des maladies du foie. Oui. Donc, là, il y a des gens qui vont dire, ben là, pas directement les 2 mains dans la COVID-19, mais peut-être que justement, parce que vous n'êtes pas occupé à soigner des gens en COVID-19, vous avez le temps de nous parler. Donc, j'aimerais qu'on démystifie un peu que sont... je pense qu'on dit ABCD, mais des fois, on peut entendre 1, 2, 3, 4. Est-ce que je me trompe? Oui, au CHUM, on a tendance à dire 1, 2, 3, 4. Bon, alors, en quoi ça consiste? Donc, quand un patient arrive à l'hôpital, la majorité du temps, on essaie d'établir le niveau de soins avec ce patient-là. Donc, le niveau de soins 1, c'est le niveau de soins maximal. Ça veut dire on fait absolument tous les soins nécessaires pour s'occuper de ce patient-là. Oui. Le niveau de soins 4, c'est les soins palliatifs. Donc, les soins palliatifs, c'est vraiment
quand on souhaite viser le confort du patient. Et qu'il n'y a plus rien à faire. Ben, qu'il n'y a plus rien à faire. Pour maintenir en vie. Ben, c'est ça, quand on pense pas que ce qui arrive est réversible, bon, voilà. ou qu'on espère que même des soins palliatifs, il y a des soins palliatifs qui peuvent être actifs. Des patients ne sont pas nécessairement mourants, mais des soins palliatifs, donc vraiment, c'est le confort. On veut plus que le patient souffre en l'espoir que la maladie guérisse, par exemple. OK. Bon. Fait que ça, c'est le niveau de soins 4. Après, bon, le niveau de soins 3, c'est c'est là que on fait tout pour la santé du patient, mais on ne va pas faire de réanimation cardio-respiratoire, puis on ne va pas intuber le patient. Donc, on fait tout. On soigne les pneumonies, les infections, on fait même des traitements pour les cancers, mais si le cœur vient à lâcher ou les poumons, ben là, on va pas aller intuber, donc mettre un tube dans la gorge du patient pour le brancher sur une machine pour le faire respirer. L'aider à respirer, voilà. Bon. Ça, c'est le niveau de soin 3. Puis là, le niveau de soin 2, c'est là où ça dépend un petit peu de la santé du patient, où on peut dire, ben ce patient-là, on pense que c'est raisonnable de tout faire, mais ce serait pas raisonnable, par exemple, de faire la réanimation, mais on pourrait intuber le patient. Là, ça devient des discussions avec les patients. Là, oui. Là, on est plus dans l'éthique. On est peut-être plus dans l'éthique. Puis là, je veux pas qu'on aille là nécessairement. C'était pas ça le but. C'était vraiment de démystifier les niveaux de traitement. Et aussi, bon, là, vous avez parlé d'intubation parce qu'on a l'impression, en tout cas, moi, j'ai l'impression que dans la population et autour de moi, l'aspect... En fait, on a l'impression que le problème, c'est d'avoir des ventilateurs. Puis quand on a des ventilateurs, tout est correct. C'est pas si invasif que ça. Non. Mais c'est pas le cas du tout, là. Non, parce ce qu'il faut qu'on pense, nous, quand on met un patient sur ventilateur, quand les intensivistes, donc les médecins aux soins intensifs, décident d'intuber un patient, c'est qu'il faut penser à un peu qu'est-ce qui va arriver de ce patient-là, dans quel état le patient va être quand on va l'extuber. Donc, il y a intuber, mais ce qu'on veut, tu sais, nous, tout ce qu'on fait en médecine, c'est quand même de vouloir que le patient ait une certaine qualité de vie à la fin de tout ça. Là. On veut pas intuber pour intuber, on veut se dire, ben, ce patient-là, s'il y a le COVID, par exemple, puis on l'intube, on pense qu'il y a des bonnes chances à la fin, au bout de son hospitalisation, d'avoir une certaine qualité de vie, puis pas trop de déficit neurologique. Donc, c'est à tout ça qu'on pense quand un patient qui maintenant est admis à l'hôpital, on se dit, à cause de ses comorbidités, à cause des autres maladies qu'il a, à cause de son âge, qu'est-ce qui est le mieux, puis qu'est-ce qu'on devrait discuter avec le patient, qu'est-ce qu'on devrait lui offrir, puis ben, c'est une discussion qu'on a, c'est ça, avec les patients. Ouais. Là, techniquement, là, qu'est-ce que vous faites quand vous intubez un patient? Quand on intube un patient, ben c'est ça, c'est un intensiviste, la plupart du temps, qui fait ça. Donc, on endort le patient pour qu'il n'ait pas conscience. C'est pas quelque chose qui est très agréable parce que, donc, pour pas que le patient sente, on donne des médicaments, puis on ouvre la bouche du patient, puis on insère une espèce de tube dans la gorge du patient pour que ça aille dans sa trachée, puis que ça puisse ventiler. Donc, on branche le tube endotrachéal, donc le tube dans la trachée après une machine. Puis, ben, ce que ça permet, c'est que le patient fasse moins d'efforts pour respirer, parce que souvent, c'est ça qui se passe. C'est que mais en fait, le diaphragme, parce que moi, j'ai fait dans une autre vie où je tenais peut-être peu à la vie, mais j'avais un rythme de vie qui m'a fait faire de grosses crises d'asthme, où le diaphragme, finalement, finit par se fatiguer. Et là, c'est là qu'on... En tout cas, moi, j'ai jamais été intubé, mais les médecins, mes épidémiologues me disaient, éventuellement, si tu fais pas attention, on va être obligé de faire ça, parce que là, tu arrives en crise d'asthme majeure et ton diaphragme est fatigué. Et c'est ça qui arrive. Quand les gens, on dit qu'ils sont en détresse respiratoire, c'est que le diaphragme est à bout, là, si on peut dire. Le diaphragme, puis il y a d'autres muscles qui participent à la respiration, les muscles du thorax. Donc, tous ces muscles-là deviennent trop fatigués, ou c'est pas nécessairement ça, ou bien les échanges gazeux dans les poumons ne font pas bien. Pas nécessairement parce que la personne fait de l'asthme, mais juste parce qu'il y a des grosses pneumonies, puis il y a du pus dans les poumons. Puis la simple respiration du patient par lui-même permet pas que les échanges gazeux se fassent bien. Fait que c'est là qu'il faut mettre un tube pour qu'une machine puisse remplacer puis faire en sorte que l'oxygène rentre bien dans les poumons, finalement. Ouais. Donc, mais c'est pas quelque chose nécessairement facile à faire chez tous les patients. Ça se fait, mais il faut
il faut bien voir si le patient est prêt à passer à travers ça. Bon, et justement, qu'est-ce qui ferait... En fait, souvent, qu'est-ce qui pose problème et qui fait qu'un patient pourrait pas être intubé? Vous parlez de comorbidité, donc ce serait d'autres maladies, souvent chroniques, qui empêcheraient pas tant l'intubation, mais peut-être le retour, la désintubation, je sais pas si je peux dire ça comme ça, là. Oui, c'est ça. C'est pas le fait d'intuber qui est difficile. Ça peut être difficile des fois. Des fois, il y a des parties de la mâchoire qui font en sorte que ça peut être plus difficile d'intuber ou que le patient, il y a plus de risques qu'on soit pas capable de bien le ventiler parce que son intubation est difficile. Mm-hmm. Mais nous, ce qu'on craint surtout, c'est par rapport à la réanimation cardio-respiratoire, qu'un patient, on fasse la réanimation cardio-respiratoire, puis que ce patient-là, après une réanimation, donc qui manque de sang au cerveau, puis que ce patient-là, après, ait des déficits neurologiques. Ça, c'est ça qui nous fait peur parce que dans le niveau de soins, il y a deux parties. Il y a la partie réanimation cardio-respiratoire auquel on pense tout le temps. Puis, il y a la partie aussi intubation, qui est comme deux choses dont on discute quand on discute de niveau de soins, là, comme vous vouliez qu'on parle, chez les patients. Puis, il y a une partie qui est la réanimation cardio-respiratoire où là, on prend en compte les comorbidités des patients, leur âge. Puis pour l'intubation, ben ça, on regarde aussi en partie ces choses-là, mais on regarde aussi l'état respiratoire du patient, le fait, est-ce que c'est un patient qui a une bronchite chronique, puis ça fait de multiples fois qu'il vient pour des pneumonies, puis ses poumons sont déjà fragiles. Est-ce que c'est tout ça qu'on regarde. C'est tout ça que les médecins traitants, donc que ce soit un hépatologue, un cardiologue, un endocrinologue, n'importe quel médecin qui admet un patient dans un hôpital doit se demander, est-ce que si je fais une intubation, une réanimation cardio-respiratoire à ce patient-là, je le sers bien? Est-ce que c'est ça que je devrais lui conseiller? Parce que les patients, souvent, si on leur demande, voulez-vous être réanimé, voulez-vous vivre? Ben, ils vont dire oui. Parce que tout le monde veut, la majorité du temps, tout le monde veut vivre. Tu sais, c'est ça. Sauf que nous, notre travail comme médecin, c'est de les accompagner là-dedans, puis d'essayer de leur refléter les chances qu'ils ont, suite à une procédure invasive comme ça, d'avoir une qualité de vie acceptable après. Puis c'est là que les pourcentages sont très faibles. C'est là que on est plus hésitant parfois. Là. Mais là, évidemment, le problème dans une maladie ou en tout cas d'une pandémie comme la COVID, c'est que souvent, ben là, je pense pas qu'on l'a vécu encore, là, c'est-à-dire des urgences débordées, mais cette prise de décision-là se fait pas sur un coin de table en panique avec non. Bon, c'est ça. Non, c'est ça qu'on n'aime pas. C'est ça qu'on n'aime pas quand, disons, on est garde, puis que on connaît pas bien le patient qu'on voit à la fin de semaine, puis que cette discussion-là a pas eu lieu avant. C'est donc ça, c'est quelque chose qui... C'est pas quand le patient se met à avoir la détresse respiratoire qu'on veut avoir cette décision-là, parce que là, souvent, c'est des questions de minutes, où on décide ou pas. Donc ça, c'est une discussion qu'on a ou quand le patient arrive à l'hôpital, ou même des fois... quand quelqu'un est bien malade, puis qu'il voit son médecin de famille, ou dans le testament, ou quelqu'un qui voit son médecin de famille, ou son oncologue, ou son médecin comme moi, par exemple, quand je vois des patients qui ont des maladies du foie avancées en clinique externe, puis je vois où ça s'en va un peu, là, où ça s'en va, les médecins, là, on sait que le patient ira pas bien bientôt, ben on essaie d'avoir cette discussion-là en amont des problèmes. Bon. Et c'est pour ça, peut-être, je trouvais intéressant que vous nous exposiez ça. Là, c'est Pâques, là, ce week-end. Peut-être que les gens vont appeler leurs parents, leurs vieux parents en CHSLD. Ça serait peut-être le temps, entre deux souhaits de joyeuse Pâques, d'aborder le sujet. Mais est-ce que, je fais une blague, mais quand même, je pense qu'il faut en parler de ces choses-là. Puis moi, j'ai vu un statut Facebook passer de quelqu'un qui avait le désir qu'une émission grand public expose ces niveaux de soins-là. Qu'est-ce que ça implique d'intuber et de ventiler les gens? Et je trouvais ça important de trouver quelqu'un comme vous pour nous expliquer ça à la balado, parce qu'on a le temps de le faire aussi. Puis vous n'êtes pas aussi submergé, parce que vous n'êtes pas... Est-ce qu'on vous a demandé, par contre, est-ce qu'on fait appel à vous on travaille fort quand même Non, j'imagine. Mais oui. Sauf que... Non, mais attendez, ça a un impact, j'imagine, la réorganisation du système de santé. Ça a un impact, parce que moi, j'ai des collègues qui, ou bien ont été en contact avec des gens malades, ou bien certains collègues qui ont été malades, donc ça diminue le nombre de médecins pour s'occuper des patients. Puis on va être amené aussi, probablement, j'ai pas encore été amené, moi, à m'occuper de patients avec le COVID, mais ça ne saurait tarder, c'est bien
l'impression que j'ai. Mais ouais, c'est ça. Et j'ai eu des informations que les procédures de greffe étaient, sans mauvais jeu de mots, mises sur la glace pour l'instant à cause de la pandémie? Ben oui, parce que en fait, pour prévoir un peu une greffe, souvent ces patients-là peuvent rester aux soins intensifs des jours après leur greffe. Donc, présentement, au Québec, on greffe majoritairement les patients qui ont besoin d'un nouveau foie si c'est une question de vie ou de mort. Là, en date d'aujourd'hui, est-ce que ça va changer? C'est des choses qu'on regarde que les Québec Transplant regarde là, de façon quotidienne avec les disponibilités des lits des soins intensifs, mais ouais, c'est un dur temps. C'est difficile, mais c'est difficile pour des hépatologues parce qu'évidemment, vous avez, c'est des patients que vous suivez depuis longtemps, j'imagine, et vous, là, vous savez que vous n'êtes pas capable de faire ce pourquoi vous avez été formé en temps de pandémie. Comment vous réagissez par rapport à ça? C'est quoi vos on a peur que nos patients meurent sur la liste d'attente parce que, en plus, il y a moins de donneurs. Probablement, en partie, il y a moins d'accidents de la route. Oui. Les intensivistes ont d'autres chats à fouetter que de discuter. Ça, c'est mon hypothèse. Oh, est-ce que oui. ça se peut que les intensivistes aient moins de temps de discuter de dons d'organes? Est-ce que ça se peut qu'il y ait plus de gens qui décèdent d'un AVC qui ont le COVID, donc on ne veut pas utiliser leurs organes? Écoutez, c'est vraiment... Les impacts sont partout, là. Les impacts sont partout. C'est ça. C'est pas un manque de médecins, c'est un manque de disponibilité de lits de soins intensifs puis de disponibilité, pas seulement de soins intensifs, de lits dans l'hôpital. Là, où on veut réserver le plus de lits qu'on peut. Nous, c'est sûr qu'on a peur que nos patients qui attendent sur la liste d'attente en pâtissent là, de cette situation-là. Mais en même temps, on est bien conscient que c'est la bonne solution d'attendre puis de greffer les gens pour lesquels c'est une question de vie ou de mort. J'ai vu passer un sondage, vous l'avez peut-être vu aussi, d'Éducalcool. Il paraît que les Québécois n'ont pas augmenté leur consommation d'alcool depuis le début de la pandémie, malgré les files d'attente qu'on voit assez tôt le matin. Moi, j'ai vu à 10h15 des files d'attente à la SAQ. Évidemment, j'ai envie de vous poser la question parce que vous êtes hépatologue, donc vous avez quand même plusieurs patients, j'imagine, qui ont des problèmes avec l'alcool parce que ça se répercute dans le foie. Moi, je me méfie de ces sondages-là parce que ce sont les gens eux-mêmes qui répondent. C'est rare que les gens vont dire oui. Est-ce que vous avez l'impression que ces sondages-là sont fiables, en fait? C'est ça que j'ai envie de vous demander. C'est dur à dire. Je dois dire que moi, je fais la consultation au téléphone là, depuis 3 semaines. Oui, majoritairement. Puis les gens ne se sont pas mis à me dire, là, parce qu'évidemment, pour être en attente d'une greffe du foie, il ne faut pas boire. Puis il faut être abstinent, donc ne boivent pas. Mais les autres, je suis plein de patients qui boivent encore, là, qui ont une maladie du foie puis qui sont pas en attente de greffe. J'ai pas eu l'impression dans mes cliniques qu'il y avait une augmentation là, mais est-ce que ça se peut qu'ils me mentent? On veut bien paraître quand quelqu'un nous appelle au téléphone puis on veut pas nécessairement dire qu'on a augmenté notre consommation, mais je pense qu'il faut pas trop culpabiliser les gens là. Je pense s'il y en a qui ont augmenté leur consommation d'une façon momentanée, avant que je dise que ça va faire des dommages pour un long terme, là, je voudrais être prudente. Là, vous avez raison. Et en même temps, on a appris aujourd'hui que le confinement, en fait, la distanciation allait durer des mois et des mois, mais bon, si le confinement se termine, sauf que les gens disaient qu'ils boivent moins parce qu'ils restent à la maison. Alors, si on termine le confinement, peut-être que les bars vont se remplir, mais bon, rendu là, on peut pas sauver tout le monde. Docteur Girard, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer. Je pense qu'on voit un petit peu plus clair dans ces niveaux de soins-là et dans l'invasion qu'est l'intubation. Je pense que c'est important de mettre des images là-dessus. Merci beaucoup. Puis je l'avoue, je garde votre numéro de téléphone et si jamais j'ai encore besoin d'une experte, les deux mains dans le système de santé pour vulgariser des choses, je vais sûrement vous rappeler. Ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on retrouve avec grand bonheur Hélène Faradji. 2e semaine d'affilée. C'est un rêve. C'est un rêve de vous avoir encore. C'est le confinement, ça permet des choses. Ça va bien? C'est fou. Ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. Alors, cette semaine, mon Dieu, vous nous parlez de quelque chose qui j'ai l'impression que c'est arrivé il y a 10 ans, tellement cette maudite pandémie prend de la place. C'est vrai. Je vous écoute. Allez-y. Je vous laisse présenter, évidemment, votre chronique.
Ok, mais avant même de vous dire de quoi je vais vous parler, j'ai dit un peu rapidement oui, ça va bien, parce qu'on a l'habitude de répondre ça quand on vous demande comment ça va. Mais en fait, je sais pas trop comment ça va. J'ai l'impression que mon esprit est devenu comme un espèce de fil Twitter permanent. Il y a une nouvelle qui chasse l'autre. J'ai une capacité d'attention d'à peu près 240 caractères. Donc je réfléchis pas énormément, en tout cas pas longtemps. Et au début, je suis obligée de dire que ça m'a vraiment inquiétée. Parce que on est comme ça, on grandit avec cette idée qu'il faut qu'on soit productif, qu'on investisse bien notre temps, que le pire dans la vie, c'est d'être un genre de Big Lebowski, même si cet anti-héros génial des frères Cohen a élevé le glandage au rang d'art sacré. Mais non, nous, pauvres citoyens que nous sommes, on nous a drillé dans le crâne qu'on devait être rentable. Ouais. Et ça, ces temps-ci, forcément, on n'y arrive pas et ça nous ternit le confinement. On a l'intérieur tout chamboulé et on se dit, j'arrive à rien, en tout cas pas longtemps, donc je ne vaux rien. Ça n'a pas été une semaine facile, mais heureusement, dans le Courrier international, j'ai lu un article assez rassurant qui nous a rappelé qu'on avait bien le droit de prendre une pause de la pause. Ça a paru originellement dans La Repubblica, le quotidien de Rome, et ça s'appelle « Pourquoi je n'arrive pas à lire de romans pendant le confinement ». Ouais, j'ai vu passer ça. J'avoue, j'ai pas encore lu le texte. Je l'ai mis dans mes favoris pour le lire éventuellement, mais ça m'a interpellé parce que moi, je suis un gros lecteur. Moi, j'ai eu la chance. Arrivez, vous? Oui, j'étais en train de relire Stefan Zweig, son espèce de, je sais pas si vous avez déjà lu son livre. Je vais en parler, en tout cas, je vais en parler plus tard de ça parce que j'ai un autre balado en tête de suggestions, musique et lecture et je suis en train de relire. C'est pas un essai, c'est ses mémoires en fait, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale sur sa vie. Mais c'est vraiment un enfant du siècle en fait, on peut dire ça là. Et c'est évidemment, c'est un écrivain donc une plume extraordinaire. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est une autre sorte de confinement, évidemment, une autre crise. Mais oui, j'arrive à lire, je me trouve vraiment chanceux. Ben oui, vous êtes bon parce que honnêtement, moi, au bout de 15 minutes, même cet article-là que j'ai survolé parce que j'y arrivais pas entièrement, je me disais, il y a quelque chose qui bloque. Et dans cet article, on nous explique pourquoi. On nous explique que tout ça, c'est scientifique, que notre faculté à nous projeter en ce moment, elle est censurée. Et c'est vrai, parce qu'on est tellement dans le ici, dans le maintenant, qu'on n'arrive plus tout à fait à être dans le demain ou dans l'ailleurs que permet la fiction. Ça nous prend toutes nos énergies pour juste être là. Et ça, tous les psys du monde vont être contents. Hein. Si vous avez la chance d'en voir un, vous savez, pas de projection, faut vivre le moment présent, faut être carpe diem. Mais là, dans la situation de la pandémie, comme je vous disais la semaine passée, c'est en se projetant dans l'après, dans l'ailleurs, qu'on devient pas fou. Et du coup, on se retrouve un peu coincé dans un cercle vicieux. On n'arrive pas à être dans l'ailleurs, mais on n'arrive pas à être dans le maintenant non plus. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Je prétendrai jamais avoir les solutions. Moi, j'ai juste les miennes. On pose des questions ici. On pose des questions. On pose des questions. Ouais. Moi, je me dis, si je peux être concentrée pendant mon 15 minutes, ce sera mieux que rien. Je vais essayer d'utiliser ce 15 minutes-là du plus intelligemment que je peux, de pas m'avachir, de respecter mon hygiène mentale parce que honnêtement, si je laissais faire, je regarderais Gossip Girl en bouffant du Nutella à même le pot. Non, mais Hélène, il faut le faire un peu aussi, là, même. Oui, le mot-clé, c'est un peu. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Mais je me force un peu à pas le faire et pour m'aider dans cette espèce de périple contre l'abandon, je me lance des défis. Oh! Et cette semaine, ça m'est tombé tout cuit dans le bec. Parce que avant jadis naguère, je m'étais abonnée à une infolettre qui a repris ses activités samedi dernier et c'est la lettre d'info de Louis C.K. Oh, tabarouette! Et voilà, et je vous entends déjà dire, non, pas Louis C.K., auteur des géniales séries Louis, Horace and Pete, qui était l'humoriste le plus cinglant, le plus drôle sur les failles et les vulnérabilités masculines et qui a tout gâché en révélant son vrai visage dans le sillage de MeToo. En révélant sa pas juste son vrai visage, sa vulnérabilité. Exactement. Son péché mignon. Son péché mignon, oui, pas très mignon. Ça comme ça. Je vous rappelle donc Louis C.K. qui s'est masturbé devant des filles qui n'avaient jamais demandé à voir ça, qui les a même forcées à regarder. 5 femmes ont porté plainte, n'ont pas porté plainte, elles l'ont accusé d'agression et il avait depuis perdu tous ses contrats. On estime à 35 millions de dollars le montant qu'il a perdu en quelques mois, années. Mais il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais eu de réparation judiciaire, c'est juste la bonne vieille loi du marché.
marché. Donc, tous les diffuseurs qui ont décidé de couper leur lien avec lui. Pour que les gens puissent comprendre, là, 35 millions, c'est ce qu'on perd, je crois, au Québec à chaque 8 secondes présentement depuis le début de la pandémie. Voilà. C'est quand même une somme coquette, oui. On peut dire ça comme ça. Et donc, ce même Louis C.K., contre toute attente, samedi dernier, nous annonçait par email qu'il avait un nouveau spectacle. Alors, bon. Pour moi, avant Jadis Naguère, c'était l'homme le plus drôle du monde. Et j'ai pas pu ne pas être au moins intéressée par le contenu de ce email qui disait, en gros, salut les amis, tout le monde est down, la situation est moche, moi j'ai un nouveau show et tout le monde est coincé à la maison, donc pour 7,99, je vous propose de rire. Ah oui, il le vend. Déjà. Oui, il le vend. Oui. Ouais, mais il aurait pu. Non, mais je veux dire, il aurait pu profiter, parce que là, on a l'impression qu'il profite de la pandémie pour revenir en douce. Ça reste payant, mais c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment-là de vu qu'on est occupé à autre chose, il se dit que peut-être on y verra que du feu. Je me serais gardé une gêne de charger quelque chose. J'aurais offert peut-être un extrait de 15, je sais pas, de 10-15 minutes. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, il a perdu 35 millions de dollars, il n'a donc plus de revenus. Il aurait dû se garder une gêne avant de se masturber, en fait. Voilà, c'est peut-être là qu'il y aurait eu moyen de rectifier les choses. Donc rire, je vous disais la semaine passée à quel point on en avait besoin, à quel point ça pouvait nous aider, sauf il y a rire, et il y a rire en sachant que celui qui vous fait rire a commis des agressions et a un kink qui est pas super équitable pour la gente féminine. Oui. D'où le défi. Est-ce que je peux regarder ce show intitulé Sincerely et faire comme si de rien n'était, rire à gorge déployée? Et poser la question, c'est forcément y répondre. Bien sûr que non, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Bien sûr que dès qu'il apparaît sur scène et que des gens se lèvent comme si c'était un héros en l'applaudissant à tout rompre, moi j'ai eu envie de puncher ma télé. Je l'ai pas fait parce que perdre sa télé en ce moment dans le contexte, c'est l'équivalent d'un arrachage de dents à main nue sans anesthésie hier. Donc oui, juste le voir apparaître sur scène, ça fait grincer des dents, ça fait même grincer des dents en tas. Mais le rire, quand c'est bien fait, ça a ça de magique, c'est que ça permet de tout transcender, tout, même ça. Et Louis C.K., c'est tout sauf un idiot. Et donc sur scène, après un premier sourire, voilà comment il commence son spectacle. Thank you. Thank you. Sit down, please. Thank you. Thank you very much. Thanks. Nice to, all right. Nice to see you all. Thanks for coming. I've been thinking about you all day. How are you? How was your last couple of years? How was 2018 and 19 for you guys? Ouais, voilà, il adresse il est très habile. L'accès est là, on le sait, tout le monde le sait, et il va le malaxer directement dans notre face, sans faire semblant, sans essayer de nous fourrer une autre fois. Et puis, le show continue, et il est très drôle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sous ma couverture, en serrant mes petits poings bien forts, j'ai ri. Et forcément, je me suis posé la question, est-ce qu'on a vraiment le droit dans la vie à une deuxième chance ? Est-ce que Louis C.K., qui est accusé d'agression, peut revenir sur scène et recommencer comme si de rien n'était? Alors, la culture, les séries, les romans, les films nous ont mis dans la tête que oui, bien sûr, les deuxièmes chances, ça existe. C'est le schéma classique, le héros est tout en haut, il commet une erreur, il entame un chemin de croix, connaît la rédemption et le bien triomphe. Hélène, ça va au-delà des films. Je veux dire, c'est le pardon, la rédemption, c'est inscrit dans la culture humaine depuis le début de la spiritualité. Non, mais quand même, tout. Dans la culture chrétienne, oui. Non, mais je pense que c'est quand même présent plus largement que la culture chrétienne, mais bon. Mais dans la réalité, c'est plus compliqué que ça, quand même. Oui, je veux juste dire que c'est pas un phénomène qui nous vient d'Hollywood, là, la rédemption. Non, évidemment, évidemment, mais ça nous l'a tellement mis dans la tête qu'on se dit que c'est simple. Sauf que, même si on peut poser la question simplement, elle reste éminemment complexe. Est-ce que on peut regarder Louis C.K. et rire sans maintenant voir un type bedonnant, roux, chauve et qui Faites pas de grossophobie, là.
Non, mais il est dodu, hein, on va dire. Il faut dire les choses. Bon, il faut dire l'autre chose, c'est est-ce qu'on peut voir quelqu'un est-ce qu'on peut le voir autrement que comme un homme qui sait astiquer le moineau devant des femmes sans leur demander la permission? Ben, la réponse c'est non, et je vais même aller plus loin. On peut le trouver extrêmement drôle et en même temps parfaitement pathétique. Parce que qu'est-ce qu'on voit en réalité quand on le voit, si ce n'est notre propre gêne à nous? Lui, il fait son boulot d'humoriste, hein, et il a toujours le même sentier dans ce spectacle-là aussi, l'autodépréciation. Et pourquoi il le ferait pas? Nous, ce qui est notre boulot là-dedans, c'est notre responsabilité de décider si on lui laisse cette deuxième chance ou non. Alors, il va continuer son show, durant lequel il parle de toutes sortes de choses, hein, de religion, d'amour, d'euthanasie, de pédophilie, mais il va le finir en parlant de consentement. Et si vous avez surmonté le malaise de le voir, ben, évidemment, c'est drôle. C'est pas agréable, c'est l'équivalent d'un citron entier qu'on se met dans la bouche, mais c'est drôle. Et ça remplit même la fonction première de l'humour, sa fonction cathartique, c'est-à-dire sortir le méchant. Ouais. Et oui, on reste, en tout cas moi, je suis restée parfaitement consciente et dégoûtée par ce qu'il a pu faire, mais je lui ai donné sa deuxième chance. Dans la vraie vie, encore une fois, dans un cadre qui n'est pas artistique, c'est autre chose. C'est un cadre un petit peu plus établi. Vous commettez une faute, vous êtes condamné, vous purgez votre peine, vous ressortez, vous espérez que l'idée de réhabilitation et de deuxième chance, elle existe vraiment. Ouais. Là, ça appartient à chaque spectateur, en son âme et conscience, de décider s'il croit ou non à la deuxième chance. Moi, j'y crois, ça efface rien. Louis C.K. va rester ce type un peu abject, mais est-ce que ça en fait un mauvais humoriste? Non. Et encore moins parce qu'il expurge sur scène avec nous toute cette vase qui a été la sienne. Il fait sortir le méchant et très naïvement, je me dis qu'une fois que le méchant est sorti, bah, il peut plus re-rentrer. Ceci dit, au-delà du cas de Louis C.K., j'ai forcément eu envie de faire un parallèle parce que notre monde à nous, notre pauvre vieux monde jusqu'à la pandémie, bah, c'était pas non plus le monde de Gandhi, hein. C'était un monde vicié, inégalitaire, insouciant, cupide. Et on peut se demander, est-ce que tout ce qui nous arrive, cette pause qui nous force à l'introspection, à ce moment suspendu, est-ce que ce n'est pas l'occasion de donner une deuxième chance à notre façon de vivre? Est-ce que l'humanité a droit... Ouais. Okay, vous allez là? Ouais. Donc, attendez, Hélène, reprendre comme c'était avant la pandémie? Non, avoir une deuxième chance, ça veut dire aller au-delà d'eux, c'est recommencer en étant meilleur, en espérant être meilleur. Là, on s'entend. Évidemment. Est-ce que l'humanité a droit à une deuxième chance? Est-ce que c'est le moment de tout remettre à plat et de bien recommencer? Ce qui est affreux là-dedans, c'est que pour que cette possibilité existe, ben, il faut en passer par tous ces morts, toute cette peur. Mais on se raccroche encore et toujours à cette idée, comment ce sera après? Et c'est là que pour moi, ça s'est mis à vraiment grincer et ça m'a fait passer une sale semaine parce que le parallèle avec Louis C.K., il est presque trop parlant, trop parfait. Oui, si on donne une deuxième chance à l'humoriste, on le fait forcément un peu sur le dos des femmes. Et je me demande si ça va pas être pareil pour notre deuxième chance collective. En fait, je me suis demandé si MeToo n'allait pas se dissoudre dans la Covid. On en a entendu parler depuis le début de cette recrudescence, par exemple, de la violence conjugale. Oui. Parce que le confinement, il exacerbe pas que notre envie de manger jour et nuit, il titille les bas instincts, et ceux et celles qui étaient victimes avant le sont 100 fois plus aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent même pas sortir. Sur ce sujet d'ailleurs, je voudrais souligner une campagne qui a été lancée par l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales. C'est un hashtag Opération Voisinage, ça se passe en 2 étapes. D'abord l'appel à la vigilance de tout. Si vous pensez qu'une femme ou un enfant dans votre voisinage est victime, n'hésitez pas. Appelez le 911. Ce n'est pas de la délation. Vous allez peut-être sauver une vie. Le deuxième volet de cette campagne, c'est une campagne d'affichage. Vous pouvez aller sur le site web alliance2e.org et imprimer des petites affichettes. Vous pouvez même les colorier qui vont rappeler toutes les ressources disponibles pour les gens victimes de violences. Donc évidemment le 911, mais aussi SOS violence conjugale qui reste ouvert et disponible. Je vous donne le numéro, mais vous pouvez le retrouver sur le site. C'est le 1-800-363-9010. Donc il y a cet aspect-là, c'est cas gravissime. Mais
si je me pose la question du MeToo après la crise, c'est parce que ce qu'on voit, c'est pas nécessairement encourageant, même à des niveaux moins dramatiques que la violence conjugale. La semaine passée, vous me parliez de Wajdi Mouawad, par exemple, moins critiqué que Leila Slimani pour son journal de confinement. Il y a aussi eu cette histoire de panier bleu dont on ne nous a présenté que la moitié masculine du conseil d'administration, parce que les hommes, ça inspire confiance, ça sait gérer les affaires, les bonnes femmes. Il y a eu les unes de magazines. Et pourtant, elles sont là. Puis la ministre Mécan, entre autres, évidemment, est extrêmement solide, ne fait pas de petites blagues. Non, qui sont parfois pas drôles, et n'est pas condescendante non plus. Et pourtant, médiatiquement, elle est un peu plus dans l'ombre. Ouais, et moi, pour avoir parlé de Gaétan Barrette à Tout un matin avec Patrick Masbourian, il y a des gens qui m'ont écrit après ça du réseau, tout ça, et pour me donner des exemples du côté néfaste de la réforme, mais on n'arrêtait pas de me dire comment la ministre Mécan est appréciée dans le réseau, puis que c'est une femme extrêmement compétente et empathique, et solide en même temps, et que un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. L'émotion et l'efficacité, en fait, et voilà. Alors, Et pourquoi elle est moins vue comme une héroïne alors que les deux autres sont vus comme des héros? Peut-être qu'il y a des questions à se poser là-dessus. Donc, vous avez aussi, vous savez, c'est une de magazines qui nous propose de penser le monde de demain, et on a vu celle du Parisien en France, qui avait le titre « Il raconte la France d'après », et dessous, c'était les visages de l'ancien ministre Thierry Breton, l'essayiste Yascha Mounk, le généticien Axel Kahn et le climatologue Jean Youzal, que des hommes, évidemment. Ah oui. Et puis, bien sûr, il y a ces décisions dont on parle très peu, de ne pas systématiquement considérer les avortements comme des services essentiels. Alors, mais ça, c'est aux États-Unis. Ouais, mais il faut rester vigilant sur ces questions-là, parce qu'on sait que ce n'est pas une priorité, le droit des femmes et l'égalité en ce moment. Et c'est forcément dans ce contexte où je me suis questionnée sur l'idée de deuxième chance, je me suis demandé, même si ça m'a pas fait plaisir du tout, est-ce que le monde de demain, il va pas être exactement comme le monde d'hier, mais les avancées en termes d'équité et d'égalité en moins? Hélène, merci pour cette réflexion. Ça va nous rester. C'est pas joyeux. Ça va nous rester. Non, mais oui et non. Moi, je suis un believer. J'aime pas l'expression parce que c'est en anglais. Non, mais moi, j'ai l'impression que ça va changer. Il y a des choses qui vont changer. J'espère. Et il faut rester positif par rapport à ça, je pense. Là, évidemment, on est occupé à vivre la pandémie. Ça va s'achever. Il y a une lune de miel avec ce gouvernement qui est normal parce qu'ils ont fait un bon travail. Mais il y a des fissures qui vont apparaître. Bon, je dis pas qu'il faut les dégommer. Mais je pense que l'écosystème social, comme on le connaissait, ne sera plus le même. Et j'espère que ces acquis-là, entre autres, comment MeToo, en fait, a permis de délier les langues, mais j'espère que ça partira pas. Moi, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que ça va s'ajouter et ça va ouvrir les esprits. Moi, je pense que ça ne partira pas si on reste vigilant. Et ça, vous avez raison. Si on continue à penser que c'est important et que ça fait partie de notre culture et qu'on ne le laisse pas tomber au prétexte que maintenant, il y a des choses plus urgentes à régler. Oui, mais vous avez raison. On va rester vigilant. Mais grâce à vous, Hélène, on va rester vigilant. Merci beaucoup. Merci. Alors, on retrouve aussi, la semaine dernière, c'était Hélène Faradji. Et là, cette semaine, on retrouve Julie-Pierre Nadeau. Bonjour! Bonjour! Vous étiez où? J'étais au Texas. Andréane est allée au Texas, est revenue. Je suis allée au Texas, je suis revenue. On est tous de retour. Alors donc, le Texas, c'est la planque des chercheurs de la chaire Raoul Dandurand, si je comprends bien? Exactement. On va ouvrir un deuxième bureau là-bas bientôt. Et là, j'ai trouvé... Bon, évidemment, on avait hâte de vous retrouver, mais on a beaucoup aimé Andréane Bissonnette également. Fait là, on s'est dit, on va vous garder les deux. Donc, Andréane va plutôt s'occuper de la politique intérieure américaine et vous, Julie-Pierre, vous allez en fait revenir à votre spécialité, c'est-à-dire la politique extérieure américaine. C'est votre domaine d'étude, en fait, c'est votre domaine de recherche. Tout à fait. Bon. Alors, et là, évidemment, on sait, il y a la crise de pandémie présentement qui prend de l'ampleur, encore une fois, aux États-Unis, mais la politique extérieure ne prend pas de repos et le conflit entre les États-Unis et l'Iran se poursuit.
Tout à fait, mais c'est ça, je voulais prendre l'opportunité de la balado pour peut-être parler d'un sujet qu'on voit moins dans les nouvelles, mais qui continue toujours, on le sait, les relations avec les États-Unis et l'Iran sont pas des plus amicales depuis très longtemps, depuis la révolution de 79 en fait, mais là, depuis l'arrivée de Donald Trump, ça s'est aggravé et dans les derniers mois, les tensions se sont aggravées encore plus, donc je pensais commencer par peut-être un petit récapitulatif des principaux événements. En fait, les tensions récentes commencent évidemment avec l'annonce de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien, accord qui avait été signé en 2015 sous Barack Obama, on se rappellera. Et là, ça a amené un retour graduel des sanctions, donc les États-Unis qui voulaient principalement empêcher l'Iran de vendre son pétrole à presque tous les pays de la planète. Donc, ça a affecté l'économie iranienne. Il y a eu des restrictions également sur les exportations. Viendront plus tard des sanctions sur les dirigeants iraniens directement. Donc, beaucoup de sanctions financières et sur l'industrie pétrolière. Ça a fait très mal à l'Iran. Et en parallèle, les États-Unis ont aussi désigné le Corps des gardiens de la révolution islamique comme une organisation terroriste. Ça vient légitimer une attaque éventuelle contre cette frange de l'armée, en fait. Donc c'est pas officiellement une organisation terroriste, le Corps des gardiens de la révolution. Est-ce qu'on le sait? En fait, c'est une partie officielle de l'appareil étatique iranien. C'est pas un groupe, c'est pas une milice, c'est pas un groupe comme Al-Qaïda, par exemple, qui sont normalement les groupes typiques qui sont désignés comme des groupes terroristes. Là, on parle d'une organisation qui est quand même officiellement liée au gouvernement iranien, qui est désignée comme une organisation terroriste. Donc, ça donne le ton, en fait, pour ce qui allait venir par la suite. On le sait, l'été dernier, il y a eu plusieurs opérations de sabotage, notamment des opérations pétrolières en Arabie Saoudite. Il y a eu des attaques sur des pétroliers également, des pétroliers qui essayaient d'exporter des pays du Golfe vers le reste de la planète. Et là, ça a amené les Américains à déployer davantage de troupes dans la région du Golfe Persique. Et en parallèle de tout ça, mais les Iraniens ont commencé à tranquillement essayer de ne plus respecter, en fait, l'accord de 2015 de leur côté, voyant que les États-Unis, justement, allaient de l'avant avec leurs sanctions, se sont dit, ben là, pourquoi nous, on continuerait à respecter l'accord? Donc, on commençait à enfreindre certaines dispositions. Ils ont aussi dévoilé un nouveau système de missiles qui avait été mis sur pause lors des négociations de l'accord. Missiles iraniens. Les missiles iraniens, exactement. Donc, l'Iran qui se remet en mode offensif, si on peut dire. Donc, la situation qui s'est envenimée tout au long de l'été, de l'automne, pour culminer à la fin décembre, en fait, il y a eu requête qui sur une base militaire irakienne, qui a tué un contractant américain et plusieurs... Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par un contractant américain? Donc, en fait, l'armée américaine a des contrats avec d'autres... Des agences de sécurité, par exemple? Exactement. Okay. Et là, c'est pas un militaire, c'est pas un soldat américain qui a été tué, c'est un contractant, mais c'est des gens... Un surnuméraire. Des gens qui font partie quand même du département de la Défense. Là. C'est des gens qui sont officiellement engagés. Ça fait aussi plusieurs blessés. Il y a plusieurs soldats qui ont été blessés. Là, après, les États-Unis ont évidemment voulu répliquer, ont attaqué des milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie, parce qu'il faut le savoir, toutes les tensions en ce moment se déroulent ni en sol américain, ni en sol iranien. C'est une guerre qui se déroule surtout en Irak. Donc, par la suite, il y a eu des manifestants qui ont pris d'assaut l'ambassade américaine à Bagdad. Par la suite, comme on le sait, l'événement le plus marquant peut-être de ces tensions récentes, c'est l'assassinat du général Soleimani, qui était le commandant de la force Al-Quds, qui est une frange, en fait, du corps des gardiens de la révolution islamique dont on parlait plus tôt. Et les opinions, Julie Pierre, les opinions étaient quand même mitigées. Il y en a qui disaient que c'était un grand général, d'autres disaient que c'était une espèce de tortionnaire sans âme et sanguinaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du général Soleimani? Oui, donc c'est quelqu'un qui est très controversé justement de par la mission des forces qu'il dirigeait, parce que les forces Al-Quds, c'est la frange plus extérieure de l'armée iranienne, si on peut dire. Donc,
ils coordonnaient les activités des milices pro-iraniennes un peu partout, des proxys, si on peut dire, de l'Iran, donc avec des liens avec le Hezbollah, avec les milices qui sont présentement en Irak. Et donc, c'est quelqu'un qui est d'un côté très adulé par plusieurs Iraniens. C'est quelqu'un qui était très respecté, qui était très haut placé aussi dans le régime. Et de l'autre côté, évidemment, de par les implications et ses activités, c'est quelqu'un qui a suscité énormément de controverses, qui a semé la bisbille un peu partout au Moyen-Orient. Donc, il y a des gens qui se sont réjouis de cette situation-là et d'autres, ça fait beaucoup de mécontents. Donc, par la suite, on le voit depuis, il y a des menaces de part et d'autre. Il y a eu d'autres attaques de missiles ou de roquettes de la part des Iraniens, de la part des Américains. Donc, les tensions se poursuivent et depuis ce temps-là, on craint toujours qu'il y ait une escalade ou de nouvelles attaques, principalement en Irak, ce qui inquiète aussi le gouvernement irakien qui, lui, est plus ou moins stable en ce moment. Donc là, et là, évidemment, les États-Unis poursuivent des objectifs derrière ça, même en pleine pandémie. Je veux dire, il y a des objectifs politiques derrière ça. Tout à fait. En fait, les tensions en ce moment avec l'Iran ont deux objectifs principaux. Premièrement, mais on parlait justement que le théâtre principal de toutes ces activités-là, c'est l'Irak en ce moment. Donc, premier objectif américain, c'est surtout d'empêcher une influence plus grande de l'Iran en Irak. On le sait, l'Irak est assez instable. Il y a un cabinet qui a été nouvellement formé, mais les milices pro-Iran sont encore très présentes et approuvent pas le nouveau premier ministre irakien. Donc, il y a encore une guerre d'influence qui se fait à ce niveau-là. Une guerre d'influence qui pourrait déterminer aussi l'équilibre des forces dans la région si on va de façon plus large parce que, on le sait, depuis des années, l'Iran essaie de prendre le contrôle de la région du Golfe Persique et là, c'est ce que les États-Unis essaient d'empêcher. Et d'un autre côté, l'objectif principal de l'administration Trump, c'est de ramener l'Iran à la table des négociations. On prétend toujours pouvoir négocier un meilleur accord que l'accord qui avait été négocié en 2015. On veut imposer plus de restrictions sur le programme nucléaire iranien. On veut empêcher l'Iran de construire de nouveaux missiles et on veut surtout empêcher que l'Iran soutienne tous les proxys qu'ils ont dans la région, que ce soit en Irak, ou encore au Yémen. Donc, c'est les objectifs principaux. Par contre, pour ce qui est des négociations en ce moment, on voit que l'Iran pourrait tenter d'attendre les élections de novembre. On le sait, l'ayatollah Khamenei, qui est le dirigeant iranien, ne fait pas confiance du tout à Donald Trump. Et là, donc, plus on se rapproche des élections, moins les négociations semblent probables parce que les Iraniens disent pourquoi ne pas attendre la chance peut-être d'avoir une nouvelle administration qui fera peut-être preuve de plus d'ouverture, voudra peut-être d'autres modalités de négociation. Donc, c'est un risque que les Iraniens peuvent prendre. Mais là, on le voit, la pandémie vient compliquer la situation énormément. OK, de quelle façon? Oui, donc on le voit, on le sait, l'Iran a été très touché par la pandémie actuelle de la COVID-19. Il y a même des membres du gouvernement qui ont été infectés. Il y a près de 4000 morts en ce moment qui sont répertoriés en Iran dus à la COVID-19. Donc, c'est... J'imagine, en fait, j'imagine ça c'est probablement plus. Je sais pas jusqu'à quel point les autorités sanitaires sont précises et bien développées et sont capables de donner des chiffres fiables, parce qu'on sait que c'est un des problèmes d'à peu près beaucoup de pays, c'est la fiabilité des statistiques. Oui, donc ça, c'est les statistiques qui sont rapportées. Donc, officiellement, on approche des 4000 morts en Iran. Et en fait, en ce moment, ce qui est remis en question, c'est les sanctions américaines. Parce que d'un côté, l'Iran blâme en ce moment les sanctions qui sont amplifiées par la pandémie. Ils disent que en ce moment, les sanctions empêchent le gouvernement iranien d'acheter le matériel médical qui lui est nécessaire. Mais là, excusez-moi, est-ce que c'est une espèce de blocus qui empêche l'Iran de s'approvisionner non seulement aux États-Unis, mais ailleurs, ou c'est seulement vis-à-vis des produits américains? En fait, c'est qu'il y a des sanctions pour les pays qui décident de faire du commerce avec
avec l'Iran. Ouais. Donc, il y a l'Union européenne qui a adopté des mesures pour pouvoir quand même commercer avec l'Iran et essayer de minimiser l'impact des sanctions américaines, mais ça limite le marché auquel a accès l'Iran, d'une part, et d'autre part, mais la majorité des fonds de l'Iran venaient de la vente du pétrole, et en ce moment, ces fonds, soit la vente du pétrole a été ralentie ou les fonds sont gelés. Donc, le gouvernement iranien n'a plus accès à assez de fonds pour subvenir aux besoins de la population. Ils ont même demandé l'aide du Fonds monétaire international, donc le FMI, ils ont demandé 5 milliards de dollars. En ce moment, ils reçoivent de l'aide du Japon et de l'Union européenne, mais on voit que ça sera pas suffisant. Et de l'autre côté de la médaille, on voit que l'administration Trump, elle, blâme plutôt l'inaction du gouvernement iranien. On présume que le gouvernement iranien a retardé les mesures sanitaires pour essayer de favoriser la participation aux élections parlementaires qui avaient lieu plus tôt cette année. Donc, une partie du blâme qui serait jetée sur le gouvernement iranien. Les États-Unis ont même offert de l'aide médicale à l'Iran. Ça a été refusé par l'ayatollah Khamenei, qui, lui, voudrait plutôt, évidemment, qu'on suspende les sanctions pour le temps de la pandémie. Donc, en ce moment, c'est un peu le nerf de la guerre, les sanctions. Ouais. D'un côté, les Américains qui disent on pourrait profiter de la situation pour accoter les Iraniens au pied du mur, les forcer à les ramener à la table des négociations, mais d'un autre côté, il y a quand même un enjeu, voire éthique, qui se pose à ce niveau-là, parce qu'on dit, est-ce que on veut vraiment profiter de la pandémie pour forcer un pays à négocier? Ouais. Les Américains avaient aussi dit qu'ils ne voulaient pas que les sanctions affectent la population iranienne. C'était des sanctions qui visaient principalement le régime. Ouais. Maintenant, on voit que les impacts sont plutôt au niveau de la population. Donc, en ce moment, il y a plusieurs pays, la Russie, la Chine, l'Union européenne et aussi des membres du Congrès américain qui demandent à ce que l'administration Trump lève les sanctions, du moins temporairement, le temps que la crise passe, le temps de permettre aux Iraniens d'acheter ces fameux respirateurs, par exemple, parce qu'on dit que c'est une crise humanitaire, que ça n'a rien à voir avec, par exemple, les armes nucléaires. Donc, il y a ce débat-là en ce moment aux États-Unis. D'un côté, il y a des gens comme le secrétaire d'État Mike Pompeo qui lui dit plutôt que non, on devrait pousser davantage. C'est une opportunité qu'on reverra pas en ce moment. La situation, la pandémie exacerbe amplifie l'effet des sanctions, et donc c'est le moment d'agir. Et de l'autre côté, mais du côté militaire, le secrétaire Esper et aussi les chefs de l'armée américaine qui ont une certaine réticence, qui disent écoutez, c'est peut-être pas le moment d'intervenir ou d'attaquer l'Iran en ce moment. Et pour ce qui est d'une intervention militaire qu'on craignait il y a encore quelques semaines, on peut peut-être se rassurer en considérant la réticence habituelle de Donald Trump à s'impliquer militairement dans la région. Donc à ce niveau-là, même s'il y a encore des pourparlers dans l'administration américaine, on sent pas qu'il y a de volonté d'attaquer l'Iran. Évidemment, c'est pas une certitude. Il pourrait toujours y avoir de petites attaques, mais c'est un peu le débat en ce moment qui règne à Washington. Est-ce qu'on veut pousser l'Iran à la table des négociations à ce point-là, ou est-ce qu'on veut faire preuve peut-être d'humanisme et peut-être redorer le blason des États-Unis sur la scène internationale en accordant un sursis à l'Iran? Mais est-ce que Donald Trump, ou en tout cas l'administration Trump, pourrait se servir aussi de cette situation-là en Iran pour faire une espèce de diversion par rapport à la gestion de la crise interne de la pandémie, où évidemment Donald Trump est extrêmement critiqué? Est-ce qu'on essaie de montrer que les États-Unis ont encore un rôle à jouer sur le plan international et que c'est une espèce de show, un écran de fumée, en fait, si on pourrait dire? Pour l'instant, on voit que c'est un dossier qui est plutôt laissé de côté, du moins dans les médias américains. Il n'y a pas de grandes déclarations qui sont faites à ce niveau-là, au moins depuis la dernière semaine. Les efforts de l'administration sont vraiment recentrés sur la gestion de la crise à l'interne, et c'est peut-être parce qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de la part du public américain pour entendre parler d'autres choses. En ce moment, la situation est trop grave aux États-Unis pour qu'on se préoccupe d'autres choses, mais évidemment, c'est un point intéressant que vous soulevez, parce qu'on le sait, Donald Trump a la fâcheuse habitude d'essayer de détourner l'attention quand ça va mal au niveau domestique vers l'international, mais cette fois-ci, ça ne semble pas réussir quand
elle essaie de lancer d'autres perches vers d'autres problématiques. Ça n'a pas réussi dans les dernières semaines. On voit que les Américains sont beaucoup trop préoccupés par la pandémie pour se soucier de quoi que ce soit d'autre. Je vous fais entendre tout un extrait. Je vais vous entendre après ça sur cette nouvelle qu'on a appris cette semaine. I know that there may be some in our movement who disagree with this decision, who would like us to fight on to the last ballot cast at the Democratic Convention. I understand that position. But as I see the crisis gripping the nation, exacerbated by a president unwilling or unable to provide any kind of credible leadership, and the work that needs to be done to protect people in this most desperate hour, I cannot, in good conscience, continue to mount a campaign that cannot win and which would interfere with the important work required of all of us in this difficult hour. Bon, évidemment, idéalement, on aurait demandé à Andréane Bissonnette parce que c'est son dossier, c'est elle qui nous en a parlé. Mais là, vous êtes là, vous suivez évidemment cette course-là également. Quelques mots en terminant sur le désistement de Bernie Sanders? Oui, Bernie Sanders qui a mis un terme cette semaine à sa campagne, c'est lié, oui, à un calcul mathématique du nombre de délégués qu'il pourrait remporter, mais aussi, évidemment, au contexte particulier de la pandémie en ce moment. Ça complique les campagnes électorales et ça a poussé Bernie Sanders à se rendre compte que le plus important en ce moment, c'est vraiment de battre Donald Trump. En ce moment, la gestion de crise, selon M. Sanders, laisse à désirer, donc on veut mettre toutes les chances du côté du Parti démocrate pour battre Donald Trump. Et donc, M. Sanders qui juge qu'en ce moment, mettre fin à sa campagne, c'est ce qui risque d'aider le plus la cause démocrate. Au-delà de la mécanique électorale ou de la décision de Bernie Sanders, je voulais quand même prendre le temps de souligner l'impact que Bernie Sanders a eu au fil de 2 campagnes présidentielles, parce qu'on le sait, il s'était présenté également en 2016 et là, il a répété l'expérience cette année parce que M. Sanders l'a dit lui-même dans le même discours, à défaut d'avoir remporté l'investiture, il juge avoir remporté le débat idéologique. Et là, ce qu'il veut dire par là, c'est que ces 2 campagnes, cumulativement, ont réussi à redéfinir les paramètres du débat sur beaucoup d'enjeux et aussi à normaliser certaines positions qui étaient vues comme extrêmes par le passé. Prenons par exemple Medicare for All. Oui. Il y a quelques années, c'était une idée d'hurluberlu. Oui. Les gens disaient c'est impossible. Et là, maintenant, il y a encore beaucoup de gens qui sont en désaccord avec cette proposition de service de santé universel ou d'assurance universelle, mais c'est considéré dans les limites du possible. Oui, donc, surtout déjà un progrès. En pleine pandémie, parce que ce débat-là a ressurgi récemment avec ce qui se passe aux États-Unis avec le coronavirus. Tout à fait. Donc, c'est quand même un progrès important aux États-Unis de considérer ça comme une avenue possible ou du moins ce à quoi on aspire, parce qu'il y a beaucoup de candidats démocrates cette année qui disaient, évidemment, dans un monde idéal, on aurait l'accès aux soins de santé universels, mais là, on propose des mesures pour y arriver un jour. Bernie Sanders a aussi parlé énormément d'inégalités économiques, du salaire minimum à 15 $, de l'accès gratuit à l'université. Donc, on a vu qu'il a réussi à ramener plusieurs enjeux qui étaient vus comme marginaux il y a encore quelques années dans le débat public général. Il a créé un engouement qui s'est poursuivi cette année, qui a fait en sorte que le mouvement de la gauche américaine est maintenant plus présent dans le paysage médiatique américain. Et ça, même si il ne sera pas à fin pratique le prochain président américain, mais c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que c'est pas rien et Bernie Sanders laissera assurément un héritage important en politique américaine. Ben, Julie-Pierre Nadeau, merci beaucoup. Merci de ce retour. On est très heureux de vous retrouver et on va vous retrouver dans quelques semaines, tout dépendant de l'actualité, évidemment, si les États-Unis et le reste du monde, s'il y a des sursauts dans l'actualité, on vous retrouve. Merci. Très, très heureux d'avoir pu compter sur vous cette semaine. C'est un plaisir. Au revoir. Il va falloir que chaque Québécois se visualise dans les prochaines semaines, les prochains mois, à toujours rester à 2 mètres des autres personnes. Corona 19. Alors, Godefroy Laurando, est-ce que vous vous visualisez bien? Oh, je sais pas, Fred. Ah, mon Dieu, vous avez l'air... Non, c'est Fred. Vous avez l'air blasé? C'est comme si la magie des premières semaines, là, c'était en train de s'effacer. Pourtant, vous êtes issu d'une lignée illustre, Godefroy. Vous ne devriez pas l'oublier. En fait, ça devrait vous requinquer. Non, Fred. Non, j'ai beau être le petit-fils de quelqu'un qui a le même nom de famille que moi, d'un cégep. Oui.
Mais c'est Fred, on dirait que je prends C'est l'habitude... pas le cégep Gérald Godin, hein, on rappelle Non, aux gens. non, Ouais. Mais donc, Fred, oui, on dirait que j'ai l'habitude maintenant d'être à 2 mètres des gens. On est pas mal certain que le cauchemar à l'italienne n'aura pas lieu. Non. Fred, on a même le droit de mettre des masques. Oui, mais là, c'est parce C'est que... vraiment c'est plus ce que c'était, Fred. C'est très bizarre, ça. C'est plus ce que c'était. Non. Tout change. Ouais, ça change, mais je suis rendu habitué. Fait que là, c'est comme si je suis revenu à ma nouvelle normale. Hein? Confinement is the new black. Avez-vous pris de la drogue, Godefroy? Non, peut-être que je devrais. Vous m'avez conseillé ça la semaine passée. Oui. Non, j'en ai pas pris, mais pour vrai, Fred, c'est comme si... moi, j'étais déjà rendu là, au mois de juillet. Là. Ah ouais, non, mais... Cela dit, il y a une éclaircie, là, si on en... Il y en a vraiment une. Si on écoute nos amis Legault, Arruda et McCann, il y a quand même une éclaircie, mais on en a pour des mois et des mois et des mois à se distancer. Ouais. Exactement. Mais bon, quand même, Fred... je me suis justement... C'est drôle que je me ramasse dans cet état-là parce que je m'étais justement dit la semaine passée, là, ça suffit, je ne ferai pas une autre semaine exclusivement sur le coronavirus. Je vous prépare, Fred, quelques réflexions sur le virus. Comme d'habitude, pas trop collé sur l'actualité, mais surtout un bulletin spécial sur autre chose. Ah! Hein? Attachez votre sucre, Fred, avec du confinement. J'arrive. Oui. Rappelez-vous, Fred, j'ai regardé mes notes de revue de presse, là, et puis le premier cas au Canada est daté du 25 janvier. Ah, non. Donc, on savait que ça commençait à Wuhan en début janvier, mais il n'y a personne qui était inquiet. Puis un premier cas au Canada, on se rappelait tous de la crise du H1N1, du SRAS. Ça n'avait pas décollé, ces idées-là. Ouais. Mais par contre, donc, je regardais ça aller, mais c'était un sujet de chronique, Fred. C'était pas une nouvelle vie qui s'en venait vers nous. C'était autre chose. Moi, j'ai eu ça a basculé pour moi le 27 février. Je me rappelle vraiment bien, un peu avant la relâche. J'avais entendu... C'était mon premier reportage du New York Times qui me semblait pas alarmiste, mais qui m'alarmait pour vrai. Puis là, je m'étais vraiment dit, est-ce que ça se pourrait que vraiment, cette fois-ci, il y a une pandémie mondiale? Parce qu'en CPE, Fred, on en avait parlé dans le temps du H1N1. On avait stocké des masques, Fred. Ah, oui. On avait un plan de pandémie. Si je ne me trompe pas, c'était en 2008 pour 2009. On savait que ça s'en venait. Et on s'était fait vacciner. Et j'avais entendu Carl Weiss, le même Carl Weiss qu'on a entendu cette année, décrire un scénario infernal des systèmes de santé débordés. Il avait décrit exactement ce qu'on a vécu cette fois-ci, pas au Québec, mais ailleurs. Et c'était juste pas arrivé. Mais bref, c'est le premier entrevue que j'ai entendu, puis je me suis dit, OK, peut-être qu'on s'enligne vers quelque chose, puis je vais le mettre sur le site de la balado, Fred, parce que c'était vraiment une entrevue intéressante. C'était de Donald McNeil, qui est un journaliste spécialisé en sciences et en santé. Puis il a rendu possible, pour tous ceux qui l'ont écouté, c'était possible d'entrevoir la catastrophe qui nous menaçait. Il a parlé, lui, de ressemblance entre ce nouveau virus-là. On l'appelait le virus de Wuhan, dans le temps. Rappelez-vous, ça fait si longtemps. Comme Donald Trump aujourd'hui. Oui, et puis, lui, c'est pour d'autres raisons. Oui. C'est pour pointer le méchant qui fait ça, lui. Et il se trouve un antagoniste pour s'occuper. Oui. Pour occuper les gens qui l'écoutent. Ça, vous en avez beaucoup dans vos CPE, des petits garçons comme ça. Oui, pas tant que ça. On essaie d'en avoir pas beaucoup. On leur explique, en fait, Fred, on leur apprend l'autorégulation. Ah, oui. Mais lui, c'est ce qu'il prend un peu avec les marchés, l'autorégulation des marchés. Il n'avait pas son autorégulation à lui. Ce gars-là, Fred, n'est pas autorégulé. Même sa couleur, non, Fred, c'est vrai. Pas régulé. Mais bref, je reviens à McNeil, Fred, qui nous disait que cette grippe-là qui avait l'air d'arriver de Wuhan lui faisait drôlement penser aux caractéristiques de la grippe espagnole de 1918-1919, qui a fait, Fred, vous avez dû l'entendre mur à mur, combien de morts? Est-ce que j'ai lu 50 millions? Oui, c'est entre 50 et 100 millions de morts. Oui, c'est ça. Et elle a eu la subtilité d'arriver à la fin de la Première Guerre mondiale. Quand même un peu chien. Oui, tout à fait. Il y a eu 3 vagues. Exactement. Vous êtes bien informé. Je lis, Godefroy. Ben oui, c'est ça. Mais vous lisez, vous vous en souvenez. C'est ce qui est impressionnant. Oui, mais je ne bois plus d'alcool. Bon, ça aide. Hein? Mais bref, c'était un virus très, très contagieux comme celui-là, avec un taux de mortalité plus élevé qu'une grippe normale, mais relativement bas, 2-3 %.
Et ça a frappé donc l'humanité au complet. Puis il se demandait... Et ça frappait les jeunes, hein? Ça frappait plus les jeunes que les vieux. En effet. Oui. En effet. Parce qu'il n'y avait pas d'immunité, les jeunes. Exactement. Je pense qu'il y avait déjà eu une grippe un peu semblable à celle-là, mais il y a extrêmement longtemps. Mais bref, finalement, il se demandait si le potentiel n'était pas là pour une autre pandémie. Évidemment, on n'aura pas entre 50 et 100 millions de morts, je pense. Par contre, on ne sait pas encore quand ça va frapper de plein fouet l'Inde, l'Afrique, de quoi ça pourra avoir l'air. Mais la suite est déjà passée à l'histoire, Fred, au moment même où lui préparait un peu son pays. C'est un Américain, McNeil. Oui. Puis il disait, j'espère que les gens vont être assez réveillés pour se préparer. Ben, Fred, aujourd'hui, ça fait 4-5 jours que New York enregistre à peu près 700 morts par jour. Ouais. Non, les gens n'ont pas été assez alarmés, je pense, dans certains endroits du monde. Avant de poursuivre plus loin, parce que j'avais quelques petites questions à vous poser, Fred, est-ce que vous vous décririez comme plutôt en phase avec la théorie de l'évolution? Êtes-vous plutôt d'accord avec ça? J'aurais dû vous demander ça, Fred, avant de devenir chroniqueur. Oui, je suis assez d'accord. OK, c'est une bonne nouvelle. Ouais. OK, je vais continuer. J'avais un plan B. Je voulais vous parler des magasins qui ferment sur le plateau à cause des vélos, à cause des bicyclettes. Ah oui? Si vous aviez pas adhéré à la théorie de l'évolution. Est-ce que vous voulez que je joue le jeu? Pas du tout, Fred. Okay. Non, je suis content. Ça aurait complexifié notre amitié beaucoup, beaucoup. Ah oui. Oui, parce que c'est quand même quelque chose d'assez accepté. Oui. La théorie de l'évolution. Oui. Mais là où je m'en vais avec ça, c'est que la théorie de l'évolution, dans le fond, c'est que n'importe quel être vivant, ou même un virus qui n'est pas vivant, tout ce qu'il veut dans la vie, c'est de de copier son code génétique le plus possible. Oui. Alors évidemment qu'un virus, Fred, qui connaît un bon succès, c'est pas un virus qui tue son hôte. Hein? C'est un virus qui va rendre malade son hôte suffisamment pour le faire tousser un peu et le rendre contagieux pour que le virus se répande ailleurs et finalement infecte le plus grand nombre de personnes sans tuer son hôte. Alors un virus comme le virus Ebola, Fred, qui tue 50% des gens qui l'atteint, c'est sûr que nous, ça nous impressionne. Sur le plan politique, c'est tout un virus. Mais dans le monde des virus, les virus rient de lui. Ah oui? Parce que, il est victime d'intimidation. Ben oui, parce qu'il tue tout le monde, il se ramasse tout seul, il n'est pas capable de se reproduire, il infecte un village, il ne reste plus personne. Ah oui. Non, c'est... C'est pas un virus prévoyant. Pas du tout. Ouais. Et c'est un peu, je fais des blagues, évidemment, mais un virus qui va suivre la loi de l'évolution, lui, ce qui va arriver, c'est qu'à force de faire des mutations une fois de temps en temps, comme n'importe quel être vivant, il y a des mutations qui vont favoriser le fait qu'il y aura plus de descendance ou lui nuire. Ouais. Et le résultat de ça, Fred, c'est qu'un virus trop violent va devoir, au fil des années, des décennies, moduler sa force et apprendre à vivre en harmonie avec celui qui le rend malade. Ah. C'est étrange, hein? Il y a quelque chose de beau là-dedans en même temps. Oui, mais un virus qui connaîtrait une mutation qui fait que, il rend plus les gens malades. Ça va faire baisser les symptômes respiratoires, on va tousser moins, on va en mettre moins partout, mais le virus se transmet moins. Ouais. Donc, il ne faut pas en mourir, Fred, mais il faut qu'on se gratte un peu. Ouais. Hein? Il faut qu'on ait des boutons, il faut qu'on tousse, il faut qu'on chie notre vie pour le répandre efficacement, peu importe la méthode. Mais les virus, Fred, qui nous entourent aujourd'hui, la gastro, la grippe, les rhumes, avec lesquels on a vraiment appris à vivre, c'est pratiquement... Et même les apprécier. Oui, il y a même des individus comme ça qui sont dans la même situation, mais on a appris à vivre avec ces virus-là. Ça ne nous tue plus, ça nous tue beaucoup moins. Et c'est parce que les virus, au fil des années, sont partis de pandémies, exactement comme le coronavirus, exactement comme la grippe espagnole, mais ils n'ont pas le choix de se calmer éventuellement s'ils veulent avoir une belle carrière de virus. Ouais. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Ben, ça, c'est clair, mais évidemment, on n'est pas dans un cas de semaine. Hein? Mais je me rappelle, Fred, dans le cas du SRAS, il y avait à un moment donné une souche mutante qui était sortie à Toronto. Et là, on se disait, mon Dieu, est-ce que ça va être une souche plus virulente? Et non, c'était une souche moins virulente. Oui. Et donc, c'est sans doute ce qui va arriver, Fred. Mais quand le virus de la grippe espagnole a frappé, en 1918, dans les premières vagues, il est tombé à peu près au meilleur endroit dans le monde, au meilleur temps dans le monde, en fin de Première Guerre mondiale. Des centaines de milliers d'hommes affaiblis, collés les uns sur les autres, qui respiraient régulièrement, Fred, de la boucane. Donc avec une hygiène douteuse. Une hygiène douteuse, oui, tout à fait. Et quand il n'y en avait plus d'autres, il y en avait encore. C'est ça le principe de la guerre. Hein? Quand il n'y en a plus, on fait d'autres soldats. Et donc, même si le virus tuait un peu trop, donc 3% pour un virus, c'est sur le plan du virus, là, il va se faire niaiser un peu, pas autant que l'Ebola.
Mais Fred, il y avait tellement un bon terreau pour se reproduire que la grippe espagnole est restée dans sa version la plus virulente quand elle a frappé tout le reste de la Terre. Et donc, c'est un virus qui, normalement, aurait dû se développer, il aurait dû se répandre un peu plus tranquillement, puis s'affaiblir et ensuite tomber dans les pays en étant une grippe un peu plus normale. Mais ce qui a été une des théories que je ne connaissais pas, c'est que étant donné que c'est arrivé exactement dans les tranchées, au bon moment, avec toute cette population-là, le virus est rentré à pleine capacité. Il n'a pas eu le temps de muter et de s'affaiblir. Alors que notre virus à nous, jusqu'ici, c'est pas affaibli, mais c'est pas terminé. Là. Il va tourner comme ça sur la Terre pendant sans doute des années. Et on va sans doute le voir se moduler et apprendre à vivre, Fred, avec nous, l'être humain. Et peut-être que si on se projetait dans 10, 15, 50 ans, les virus les plus virulents en ce moment, le SRAS, le MERS, le SRAS-CoV-2 qu'on vit en ce moment, l'Ebola même, peut-être dans une centaine d'années, on va rentrer à la job le lundi matin en disant « Oh, je me sens pas bien, Fred, j'ai la gorge qui pique. Pour moi, j'ai attrapé l'Ebola de ma blonde. » 32 Tylenol. On n'est pas là. Non. Quand le coronavirus aura fait le tour du monde plusieurs fois, il y a des bonnes chances que ce qui va nous rester entre les mains, c'est un virus, en plus d'une population immunisé, ça va être un virus qui va devenir permanent. En tout cas, c'est très, très possible, ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y aura un nouveau virus qui va apparaître, qui va être plus virulent que le coronavirus actuel. Ça va être les questions qu'on va devoir se poser. Mais ça, c'est une prédiction. Évidemment, les scientifiques ne peuvent pas dire ça, mais ils disent que, dans le fond, ça se pourrait que la COVID-19, c'est une répétition pour d'autres virus qui seront beaucoup plus virulents. Mais c'est que s'ils sont beaucoup plus virulents, il y a des chances qu'ils se rendent moins loin. C'est un peu ça la théorie, mais ou c'est comme le SRAS, Fred, c'était beaucoup plus virulent. Ça tuait 30% du monde. Mais ça envoyait tout le monde à l'hôpital et ça faisait qu'il y avait beaucoup moins de monde dans la société qui le transmettait. Le virus qu'on a entre les mains en ce moment, il est très performant sur le plan de reproduire son code génétique. Finalement, il y a relativement peu de gens qui meurent sur la masse de gens qui l'attrapent. Il y en a plein qui sont asymptomatiques, mais il est contagieux en plus. Fred, ça suffit la pandémie. Vous rappelez-vous? Amenez-nous ailleurs. L'année passée, Fred, à la même date, presque exactement, l'humanité complète se tournait vers un mythe, un cataclysme totalement sidérant qu'on savait théoriquement possible et qu'on n'avait encore jamais vu. Non, ce n'était pas une pandémie. C'était le trou noir, Fred. Rappelez-vous de ça? C'est vrai. On avait photographié un trou noir. Oui, le 10 avril, c'est de ça dont on parlait. Fred, on était ensemble à ma brasserie. Imaginez-vous, dans l'univers dans lequel on vivait. Ça fait longtemps. Hein, Colin? Ça me manque un petit peu. Je t'avoue d'être devant le public en ce moment, ça me manque particulièrement. Oui, tellement. Pas moi. Mais vous êtes différent. Oui. Vous avez trop de public dans votre vie. Oui, il y a ça. Mais ça, en fait, c'est drôle parce que j'ai vu une autre nouvelle, Fred, qui m'a fait penser à l'espace, puis c'est de ça dont je voulais vous parler rapidement. Pour vous mettre un peu de bonne humeur et de magie dans votre vie, là, vous pourrez aller voir, googler satellite Juno, donc Juno. C'est un satellite qui a été envoyé vers la plus grosse planète du système solaire. C'est pas un trou noir, c'est Jupiter. Et c'est la fameuse... Est-ce que vous êtes capable, Fred, d'imaginer Jupiter dans votre tête? La voyez-vous? Vous n'avez aucune idée? Oui, je la vois un petit peu. Vous voyez quoi dans votre tête, là? C'est pas celle-là avec un gigantesque tourbillon? Oui, c'est ça. À sa surface. Je pense que c'est gazeux. Exactement. Elle est comme Saturne, Uranus, Neptune. C'est des planètes gazeuses géantes. Elle n'a pas vraiment d'anneau visible, mais elle a cette fameuse tache. Et donc, si on la connaît comme ça, c'est parce qu'il y a déjà des sondes qui sont passées avant. Mais là, depuis 2016, il y a un satellite qui fait le tour, qui fait le tour en 53 jours. Il a fait 11 fois le tour de la planète à date. Et là, il nous a ramené des photos, Fred. Et là, on tripait à voir la fameuse tache. Mais là, on a des turbulences. C'est féerique de voir ça à une époque où on ne peut même pas sortir de notre maison. Je vous suggère d'aller faire un petit tour et de regarder ces photos-là. C'est assez exceptionnel. C'est un satellite qui vaut $1 milliard. Donc, quand même, c'est pas un iPhone. Hein? Non. Mais... oui et non. C'est un iPhone 13 ou 14. Oui, 13 ou 14. Qui va sortir dans quelques années. Effectivement. Si vous vouliez en acheter un 15, mettons, maintenant, il serait peut-être vendu à ce prix-là. C'est possible. Il y a du monde qui ferait la file, Fred. Oui. À 1 mètre de distance. À 2 mètres, c'est ça. Oui, à 2 mètres. Voyez-vous, je suis là rendu à 1 mètre. Fred, il y a une affaire qui est fascinante avec Jupiter, c'est que
c'est une planète qu'on connaît peu. Elle est loin, elle est très bizarre, elle est géante. Mais pas géante à peu près. Hein. La masse de Jupiter, là, si on pouvait la mesurer, elle a accaparé plus que la moitié de tout le reste de la matière du système solaire, en excluant le Soleil. Donc, toutes les autres planètes mises ensemble ne font pas la moitié de ce monstre qu'on appelle Jupiter. Et en plus, c'est la toute première planète qui s'est formée. Ah oui? Oui. Et donc, elle a ramassé à peu près tout ce qui se faisait en termes de cochonnerie spatiale. Et il y a une certaine époque où les astronomes, Fred, s'imaginaient que des planètes comme la Terre, c'était une question de temps avant qu'on en trouve plein. Oui. Parce que c'est assez commun, finalement, une planète rocheuse, juste à la bonne distance de son étoile, mais au fur et à mesure qu'on a découvert d'autres systèmes solaires, Fred, ce qu'on a découvert, c'est des super-terres. C'est des planètes géantes, comme la Terre, donc pas gazeuses, rocheuses. Oui. Puis on se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas de terre ailleurs. Des terres petites, en roche, avec une petite atmosphère. Et la grande différence, ce serait, Fred, à cause de Jupiter. Hein? Jupiter, il y avait des super-terres près du Soleil au départ. Puis Jupiter était super loin dans le fond du système solaire. Et comme un gros bully gravitationnel, elle s'est approchée tranquillement et elle a fait une espèce de jeu de billard. Avez-vous vu Gravity, Fred, cet excellent film? J'ai vu les 11 premières minutes de Gravity. Ah oui, il suffit, Fred, d'un boulon dans l'espace et ça envoie tournoyer Sandra Bullock pour 2 heures. D'ailleurs, elle n'est jamais revenue. Elle est toujours en orbite. Exactement, oui. Et bref, c'est ce qui est arrivé un peu, c'est que Jupiter a déplacé toutes les planètes et toutes ces super-terres rocheuses qui étaient là, ont été détruites et se sont reformées après ça en plus petites planètes rocheuses comme Mars, Vénus, la Terre, Mercure. Oui. Et c'est à cause de Jupiter qu'on a pu avoir une planète exactement comme la nôtre, qui, semble-t-il, est une aberration dans l'espace. Et entre nous, ça tombe bien. Oui. Hein, ça fait notre affaire. Oui. Et en plus de ça, quand ce fameux satellite Juno va avoir fini sa vie utile, sa dernière mission, Fred, ce n'est pas de se désintégrer tout simplement parce qu'il existe des satellites de Jupiter. Jupiter est tellement grosse, Fred, elle est presque comme un soleil. Elle a des satellites autour d'elle comme un mini-système solaire. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est comme ça que Galilée a eu l'idée que peut-être la Terre tournait elle-même autour de quelque chose, et c'est là qu'il s'est dit, c'est peut-être le Soleil, finalement, qui est au milieu de tout ça, et non pas nous-mêmes. Ça a très bien marché après ces affaires, les gens étaient tous d'accord. Ouais. Jusqu'à il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Exactement. Mais bref, cette planète-là est exceptionnelle, et elle s'est formée à une époque où il n'y avait rien d'autre autour, et quand on va lancer le satellite vers... Parce qu'on ne veut pas qu'il se désintègre dans l'espace parce qu'il pourrait aller contaminer les autres petits satellites de Jupiter, entre autres la planète Europe, pas une planète, mais la Lune Europe, qui pourrait héberger la vie. Et donc, la dernière affaire qu'on voudrait, c'est d'aller contaminer une planète avec peut-être qu'il y a du SRAS là-dessus. Oui. On ne sait pas. C'est vrai. Qui date de l'époque, de 2011. Ce serait du H1N1. Mais bref, je m'égare. Fred, si on était capable... Quand le satellite va mourir, on va le précipiter vers la planète et il va prendre des dernières mesures en tombant vers le noyau. Et cette planète-là est tellement pesante qu'elle va le broyer par sa gravité qui est, je pense, 60 000 fois plus que la Terre. Là, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Mais on va être capable de détecter ce qu'il y a dans son noyau. Et étant donné que la planète Jupiter date du tout début du système solaire, mais si on est capable de détecter la présence d'eau, ça va nous dire exactement où elle s'est formée et ça va rendre notre perception, notre connaissance du système solaire, donc et de la naissance de la Terre, encore plus aiguisée. Ouais. Et ça me fascine tout le temps, Fred, de voir qu'on est capable de lancer une patente à gosse dans l'espace et 6 ans plus tard, elle nous renvoie des photos. Moi, ça me déblase. Non, j'avoue, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment. C'est extraordinaire, mais tu sais, tout ça est peut-être un peu compliqué. Alors, je vous ramènerai simplement aux photos. Oui. Allez les voir. Mais on va les mettre sur la On va les mettre, c'est certain. En fait, nous allons sélectionner les plus belles. Ouais. D'accord. Avec des arcs-en-ciel, idéalement. Ah oui? Ça va bien aller. Ouais. Moi, j'ai changé de moto. Ce n'est plus ça va bien aller. On continue. Ah ben oui. Ouais, on continue. On ne lâche pas. Et puis, en attendant qu'on puisse prendre des marches, on peut aller voir des photos hallucinantes que Juno a prises. En pleine pandémie, on peut se tourner vers le ciel, Fred, pour éventuellement peut-être comprendre un peu mieux d'où on vient. Et je reprends ma métaphore du virus. Si l'humain était un virus pour la planète, j'espère qu'on va peut-être apprendre à vivre en harmonie avec elle, Fred, nous aussi. Ah, c'est
Quelle belle finale, Godfrey Lorando. Hein? Merci. Est-ce que Horatio aurait pu dire une affaire comme ça? Ouais, sûrement, avec une petite blague, là. Ouais. Un petit mime, un petit geste des mains. Ouais, il aurait fait faire apprendre à vivre ensemble. Faire apprendre à vivre ensemble. Hey, merci, God. Merci, Fred. Bye. Alors, merci à tous ceux qui ont rendu possible cet épisode. Évidemment, Hélène Faradji, Godfrey Lorando, Julie-Pierre Nadeau, Dr. Jeanne-Marie Gillard. Merci à Larry Dufresne qui co-réalise cette balado avec moi. Merci évidemment à tous ceux qui l'écoutent, qui sont là depuis le début, qui commentent, qui m'envoient des messages, qui m'envoient des suggestions. Si vous voulez appuyer le projet, c'est toujours possible sur le fredsavard.com. Si vous voulez en fait écouter les épisodes et que vous êtes moins familier avec le format balado de s'abonner sur les plateformes, bien, sur le fredsavard.com, vous avez les épisodes à chaque semaine qui sont disponibles le samedi matin et vous pouvez également participer financièrement à ce projet parce que ben, là, on est dans la saison 2 qui va se poursuivre jusqu'en juin, idéalement. Mais moi, je vais être de retour l'année prochaine. Alors, plus vous êtes nombreux à l'écouter, ben, plus on va être là. Alors, évidemment, si vous participez financièrement, comme ceux l'ont déjà fait avant Noël, ben, nous, ça nous permet aussi de prévoir, de voir arriver les choses. Je sais que les temps sont durs, évidemment, donc je vous le dis vraiment à titre informatif, mais la possibilité est là parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent « J'ai pas participé à la campagne de la ruche, comment je fais pour continuer avec ce projet-là, à l'appuyer? » Alors, c'est possible sur le fredsavard.com et ben, vous continuez d'animer la page Facebook de la balado. On va mettre les liens qui nous ont occupés cette semaine dans les différentes chroniques pour que vous puissiez, en fait, peaufiner un peu la réflexion et l'écoute. Donc, merci à tous et on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Bon confinement, on lâche pas. Ça achève. Et si vous faites du jogging, ce qui est mon cas, on s'en va dans la rue, s'il vous plaît, cette semaine et on marche tous du même bord sur les trottoirs.